culture et de l'histoire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un destin intellectuel hors du commun, celui de Hannah Arendt. Femme juive, philosophe, théoricienne politique majeure du XXe siècle, réfugiée qui a fui le nazisme, elle a marqué l'histoire par ses réflexions sur le totalitarisme, la responsabilité individuelle et la condition humaine. Mais elle a aussi entretenu un rapport complexe avec son identité juive et avec l'État d'Israël. Et pour nous parler de cette figure fascinante, nous accueillons en studio Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Elana. Oui, aujourd'hui nous allons explorer le parcours d'une femme d'exception, Hannah Arendt, née le 14 octobre 1906 à Hanovre. Hannah grandit dans une famille juive assimilée où la culture allemande et la philosophie des Lumières priment sur la pratique religieuse. Son père est ingénieur et sa mère lui transmettent une éducation laïque et progressiste centrée sur la culture et la pensée critique. Et c'est dans ce contexte qu'elle étudie en 1924 la philosophie et la théologie à l'université de Marbourg en Allemagne, où elle suit les cours de Heidegger, une rencontre qui changera sa vie. Effectivement, puisqu'elle va nouer une relation amoureuse avec son professeur, en fait, de 17 ans, son aîné, qui est déjà marié, père de 2 enfants, mais qui est surtout tristement célèbre aujourd'hui pour avoir été un sympathisant du nazisme. Et oui, et même, il a même adhéré au parti nazi. Donc Hannah Arendt vouera une fascination pour ce professeur, une passion irraisonnée qui lui laissera des traces à vie et qui influencera considérablement sa pensée philosophique. Elle met finalement un terme à cette relation et poursuit sa thèse avec un autre professeur. Et quelques années plus tard, et à mesure que monte le nazisme en Allemagne, son identité juive deviendra centrale dans sa vie, elle qui jusqu'alors ne le percevait que de manière culturelle et intellectuelle. Et elle prend alors conscience de la nécessité de défendre les droits des Juifs face justement à cette montée du nazisme, face à la montée des persécutions. Oui, en 1933, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, elle est arrêtée brièvement par la Gestapo pour avoir enquêté sur la propagande antisémite. Cet événement est un tournant. Elle comprend que la persécution ne peut être ignorée. Elle fuit l'Allemagne la même année et trouve refuge à Paris, où elle travaille auprès d'organisations sionistes, notamment pour l'agence juive, et devient la secrétaire personnelle de la baronne Germaine de Rothschild. Elle s'investit alors dans l'aide aux réfugiés juifs et l'organisation de l'émigration vers la Palestine mandataire, voyant dans le sionisme une réponse nécessaire à l'antisémitisme européen. Un soutien toutefois critique de l'État d'Israël, elle qui s'inquiète d'une dérive nationaliste, disait-elle. Elle blâme notamment l'absence d'horizon vers une coexistence avec les populations arabes locales. Et c'est après le procès Eichmann qu'elle s'éloigne davantage des milieux sionistes. Nous sommes alors en 1961 à Jérusalem. Hannah Arendt couvre cet événement historique pour le New Yorker. Elle y développe son célèbre concept de la banalité du mal, soulignant qu'Eichmann, loin d'être un monstre sadique, était selon elle un bureaucrate ordinaire, obéissant aveuglément aux ordres sans réelle réflexion morale. Mais ce qui suscite une controverse encore plus vive, c'est sa critique du rôle des conseils juifs, les Judenrat, pendant la Shoah. Selon elle, ces conseils auraient collaboré involontairement avec les nazis dans certaines situations en facilitant l'organisation des déportations. Un point de vue qui scandalise à l'époque. Effectivement, rappelons qu'Adolf Eichmann est l'instigateur de la solution finale, donc l'extermination des Juifs d'Europe. Alors cette position lui vaut de nombreuses critiques, notamment en Israël, où son ouvrage, justement, Eichmann à Jérusalem, provoque un tollé. Oui, elle est accusée de manquer de compassion pour les victimes et de minimiser la monstruosité du nazisme. Pourtant, ses soutiens diront que son intention n'était pas de blâmer les Juifs, mais de comprendre comment des systèmes totalitaires réduisent l'individu à un simple rouage, incapable de penser moralement par lui-même. Ses détracteurs, eux, l'accusent de déresponsabiliser, bien entendu, les commanditaires de ces massacres. Mais malgré ces controverses, son œuvre demeure incontournable, notamment sur l'étude du totalitarisme, avec la publication dès 1951, d'ailleurs, de son ouvrage Les origines du totalitarisme, où elle y a analysé les mécanismes de la terreur dans les régimes nazis et staliniens, en insistant sur la déshumanisation et la destruction de la pensée critique. Mais Hannah Arendt n'était pas seulement une théoricienne du mal, elle était profondément attachée à l'idée de liberté et de responsabilité. Oui, Hannah Arendt décède d'une crise cardiaque à New York le 4 novembre 1975, mais son œuvre continue de résonner aujourd'hui sur la montée des extrémismes, la responsabilité individuelle face à l'oppression et l'importance du débat public dans la démocratie. Eh bien, merci beaucoup Caroline Amouyal d'avoir mis en lumière cette femme juive exceptionnelle, Hannah Arendt, et on pourra se renseigner sur sa vie en lisant justement différents de ses ouvrages, La banalité du mal, Les origines du totalitarisme, tout à fait. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Caroline. Merci. Et je vous dis à la semaine prochaine.